Stanislas Amoura, bonjour. Bonjour à vous, Maury Agua. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que ça pète la forme. Nous sommes déjà au milieu de la semaine, mercredi. Bon. Ça va. On essaie de gérer tranquillement. Bon. Ça ira. Les problèmes, ça n'en manque pas. Alors, nous allons donc aller directement à la une du quotidien, l'autre quotidien qui va s'afficher sur vos écrans à la maison. Législative donc de 2023, début de campagne électorale. Donc, on nous parle de campagne insolite dans un contexte de fête de fin d'année. C'est vrai que vous n'êtes pas l'auteur de ce titre-là, mais qu'est-ce que ce titre-là vous inspire? D'abord, il faut comprendre que c'est la première fois, en tout cas de mémoire de journaliste, que nous allons assister à une ouverture de la campagne électorale en pleine période de fête de fin d'année. Et vous savez déjà que les fêtes de fin d'année sont des périodes par excellence où on fait des dons par-ci, par-là, où on essaye de venir en aide. On voit souvent certaines personnalités avec leurs différentes fondations qui font des dons à des orphelinats, au centre, oui. Qui essayent quand même d'apporter de la joie au cœur à des enfants qui sont en situation difficile. Oui. Et donc, quand on met la campagne électorale dans une période pareille, qui s'ouvre plus précisément le 23 décembre, on s'aperçoit juste que oui, ça peut être insolite, ça peut relever même de l'insolite, étant donné que, eh bien, les dons qui seront faits par les différentes personnalités, on ne pourra pas se situer davantage par rapport à la limite. Est-ce que ces dons sont faits pour dans le cadre de la campagne? Voilà, pour apporter de la joie au cœur aux personnes en situation difficile ou pour essayer de marchander entre griffes leur soutien en vue du vote du 8 janvier. Donc c'est là que toute la grosse question se pose. Et il y a justement que les partis politiques, en leur sein, bien, les hommes politiques qui descendront sur le terrain devront essayer de faire la part des choses, même si j'estime qu'il nous sera très très difficile de faire cette part des choses-là. Quand quelqu'un vient le 23 décembre, déjà, nous sommes à 2 jours de la célébration de la Nativité, et quelqu'un qui vient vous faire un don, eh bien, je ne sais pas s'il va essayer de faire la précision pour vous dire que bon, ce don, ça entre dans le cadre de la campagne ou que ça entre dans le cadre des fêtes de fin d'année. Toujours est-il que nous allons, et nous l'espérons vivement, assister à une très belle campagne électorale et le caractère insolite que relève l'autre quotidien ce matin part de ce que la campagne bien tombe dans une période de fête et nul ici ne pourrait véritablement faire la différence. Nul ne pourrait véritablement faire la différence, mais ne pas faire la différence ne pose-t-il pas un problème? Bon, vous savez, cela ne pose pas un problème étant donné que le contexte s'y prête. Et comme je le disais, si on fait un geste ou un don, par exemple... Vous venez dans mon orphelinat et puis voilà, vous débarquez avec des sacs de bidonville, des sacs de maïs. Voilà. Voilà, pour me souhaiter bonne fête. Bonne fête. Alors que nous sommes en période électorale. En période électorale. Et donc ce sont quand même des responsables politiques qui effectuent cette démarche. Oui, justement. Et ils disent qu'ils sont venus me souhaiter bonne fête. Mais ils bonne savent, fête aux enfants de l'orphelinat. Justement, mais ils savent en eux-mêmes que parce qu'ils sont candidats et parce que les échéances sont pour dans quelques semaines, eh bien, ce don ne peut pas passer inaperçu. Et donc, en procédant à ce don, forcément, ils ont des messages derrière. Même si les caméras et micros ne relaient pas forcément tous ces messages, ils passent derrière pour dire que, bon, voilà, le contexte s'y prête, nous vous souhaitons bonne fête, mais ne nous oubliez pas pour les prochaines échéances. En période électorale, l'on a quand même... je ne sais pas si officiellement il y a une loi qui a refusé l'achat de conscience, mais je pense que oui, l'achat de conscience est interdit et tout. Mais on est venu en période électorale qui coïncide avec la fête pour vous souhaiter bonne fête, quoi. Donc, on va souhaiter bonne fête, quoi, pendant la période électorale. On souhaite bonne, vous ce savez... ne sera pas un achat de conscience, ce ne sera pas des dons dans le cadre des élections pour acheter des consciences.
Oui, on va souhaiter bonne fête tous. Oui, c'est ce que je dis. Nul ne pourrait faire véritablement la part des choses. Donc, les dons qui sont faits... en fait le caractère insolite. Oui, c'est le caractère insolite, bien, justement, parce que les dons qui sont faits en période de fête sont pour la fête. Oui, absolument. Et les gens vont considérer que, bon, ils sont venus nous souhaiter bonne fête. Mais eux, de façon insidieuse, savent que... Ils savent, et voilà, ceux à qui on souhaite bonne fête aussi savent que ce qui est fait comme don, eh bien, c'est au-delà de la célébration de la fête, en vue de ce qui s'annonce pour le 8 janvier. Donc, ce qui est fait est fait, et ce qu'ils doivent faire, ils doivent le faire aussi, voilà. D'accord, Laurent Roland-Tonniquez disait que les enfants recevront beaucoup de cadeaux. Oui, oui, c'est pas faux. C'est pas faux. Les enfants en recevront, puisque eh bien, la période s'y prête. Et au-delà des dons que les gens faisaient de façon ordinaire, ils voudront aller davantage plus loin pour quand même s'attirer la sympathie des parents qui sont en position de votant. Donc, c'est quand même de bonne guerre tout ça. Très bien, c'est quand même de bonne guerre. Et je pense quand même que nous avons essayé de décortiquer un peu ce titre dont parlait donc l'autre quotidien. Nous allons donc revenir à la une du quotidien Le Clairon. Le Clairon aujourd'hui, oui, qui soulève quand même un problème très pertinent. Et c'est bien un problème dont personne n'en parle et qui est une réalité dans les couples. Et le journal parle de grossesse survenue sous contraception en couple. Les enfants non désirés, victimes collatérales des tensions et frustrations. Oui, déjà, il faut dire que le sujet pose deux problèmes. Le problème de contraception dans les couples et le problème de gestion quand, par exemple, la contraception présente certaines insuffisances ou certaines failles. Parce qu'il faudrait rappeler à ceux qui nous suivent, quand on parle de contraception, c'est que, eh bien, on veut limiter les naissances, on veut les espacer ou en tout cas, on veut, dans l'objectif, contrôler les naissances. C'est pour ça qu'on passe à la méthode de contraception. Alors, quand vous passez à cette méthode, il faudrait, et pour ma part, je le rappelle souvent, il faudrait se rapprocher des spécialistes de la santé pour qu'ils puissent vous expliquer un peu les méthodes de contraception qui vont avec votre couple et notamment avec votre groupe sanguin. Parce qu'il n'est pas rare de voir X personnes dire que oui, moi j'ai fait telle méthode de contraception il en fait la recommandation à Y, alors que vous n'avez pas les mêmes constitutions hormonales, vous n'avez pas les mêmes groupes sanguins, vous n'avez pas les mêmes précédents de santé. Et donc, par rapport à tout ceci, il faut faire très attention. Les méthodes de contraception ne sont pas des comprimés de pharmacie qu'on prend n'importe comment ou comme on le veut, mais ça s'adapte à chaque groupe sanguin. C'est pour cela qu'il n'est pas rare d'entendre que certaines personnes disent oui, quand tu fais telle méthode, soit tu prends du poids, soit tu perds du sang, soit tu... Non, c'est parce que justement, ils n'ont pas su trouver la méthode qu'il faut adapter à leur groupe sanguin et à leur fonction hormonale. Je dis ça sous le contrôle des experts de la santé, je n'en suis pas un, mais j'ai quelques bribes. J'avais eu comme impression à un moment donné que je recevais un docteur, un gynécologue sur le plateau. Non, du tout pas, mais j'ai quelques informations exactement que j'ai voulu mettre à disposition de ceux qui nous suivent. Alors, il se fait que dans toute constitution de la science, il y a certaines failles qu'on ne maîtrise pas toujours. Et c'est là, justement, la petite parcelle d'incertitude qui se dégage de tout ce qui peut être vérité scientifique ou conclusion scientifique. Il y a que quand vous faites certaines méthodes, quand vous adoptez certaines méthodes de contraception, c'est pour contrôler justement les naissances, c'est pour les espacer. Mais il arrive que même étant sous la méthode contraceptive, on ne sait pas comment on procède. Et une grossesse survient. Et c'est là justement que doit surgir la question de parents, la fibre parentale, que ce soit au niveau du père ou de la mère, parce que c'est vrai que dans ce moment précis, l'enfant, vous ne le désirez pas, mais voilà que la grossesse survient. Donc, vous devez oublier la méthode contraceptive et prendre soin de l'enfant. Et c'est pour cela que le Clairon a titré ce matin, il y a des enfants qui sont non désirés et qui sont des victimes collatérales de ces procédures-là.
parce que qu'ils vous souviennent, il y a quand même certains hommes qui disent à leur femme, moi je ne veux pas d'enfant, hein, je t'ai demandé de prendre les précautions, tu n'en as pas pris, donc tu es tombée enceinte, tu m'as créé encore des problèmes. Donc il y a que dans certains couples, dans certains foyers, certains hommes continuent toujours de tenir ce langage, ce qui n'est pas du tout bien, parce que un enfant, c'est la responsabilité et du père et de la mère. Et quand vous allez à l'acte sexuel, les spécialistes de la santé nous le disent toujours, c'est qu'il y a toujours probabilité d'avoir une grossesse. Quand la grossesse ne survient pas, eh bien, vous avez peut-être de la chance ou bien ça passe. Mais toutes les fois où vous avez un rapport sexuel avec une femme, eh bien, une grossesse peut toujours survenir et les cas sont là. Donc, les personnes qui stigmatisent les enfants parce qu'ils ne les ont pas désirés à un moment donné, ce n'est pas une bonne chose. Même quand vous êtes sous méthode contraceptive et que la grossesse survient... Que vous êtes en couple. Que vous êtes en couple, oui, justement. Que la grossesse survient, rapprochez-vous d'un spécialiste de la santé, suivez la grossesse et puis accouchez votre enfant normalement. Oui, oui, je suis d'accord avec vous. J'aime votre chute, mais bon, parfois... les hommes, certaines personnes ne comprennent pas. Certaines personnes ne comprennent pas. Comment peut-on mettre sa femme sous contraception et puis elle tombe enceinte? Ce n'est pas de sa faute d'ailleurs. Ça, c'est un phénomène qui peut arriver compte tenu des insuffisances, comment je vais dire, des failles scientifiques. Je vais le dire comme ça. Alors, mais également, parfois, le couple s'entend et conclut que voilà, on aura tel nombre d'enfants. Et puis la femme s'entend, l'homme s'entend. Et puis un beau matin, elle vous annonce qu'elle est tombée enceinte. Quoi. Oui, vous savez, parfois, il y a certains hommes qui ne l'acceptent pas, qui se disent elle m'a trahi, elle n'a pas respecté ce qu'on s'est dit. Et puis à partir de ce moment-là, parfois... on ne prend plus en charge la grossesse, on abandonne. Et l'enfant, là, quand il naît, certaines personnes jouent aux indifférents. Et puis, c'est elle qui a voulu l'enfant, ce n'est pas moi, donc c'est son enfant. Et ça crée véritablement de tensions dans certains couples. Et ça, comment dire, ça crée véritablement des problèmes dans le couple. Et puisque le couple ne veut pas se séparer, le couple reste ensemble, mais les problèmes demeurent, l'ambiance change, et puis vous voyez toutes les conséquences. Tout à fait. Comment doit-on faire pour surmonter un tant soit peu ces genres de situations? Je pense déjà que cela relève d'une certaine irresponsabilité. Est-ce que ce n'est pas une violence faite à une femme que de l'accuser d'être tombée enceinte parce que, alors qu'elle est sous contraception ou bien alors qu'ils se sont entendus sur le nombre d'enfants? Oui, vous savez, je parlais plutôt d'irresponsabilité. Pour moi, c'est irresponsable pour un homme qui accuse sa femme d'être tombée enceinte, eh bien, à son insu, parce que la femme n'ira pas tomber enceinte d'un arbre. La femme n'ira pas tomber enceinte de je ne sais quoi. Et c'est pour cela que je le rappelais tout à l'heure que quand vous allez à l'acte sexuel avec une femme ou avec votre femme, attendez-vous, dans la plupart des cas, à avoir un enfant et donc à ce qu'elle tombe enceinte. Si elle ne tombe pas enceinte, c'est une exception. Parce que les spécialistes de la santé vous le diront. Vous allez à l'acte sexuel et vous ne voulez pas faire d'enfant. Ça, ce n'est pas forcément imaginable. Et donc, quand vous vous entendez pour passer à la méthode de contraception, la femme, je ne sais pas si, à moins qu'elle soit fatiguée de cette méthode et qu'elle en interrompt le processus sans votre avis, parce que ça aussi, ça se passe. Il y a que le couple s'entend pour procéder à une méthode de contraception qui peut peut-être durer, je prends un exemple, 3 mois. Et au bout du premier mois, la femme, pour diverses raisons, interrompt le processus de la contraception. Alors, le mari peut se dire qu'elle est toujours sous contraception et que, bon, voilà, dans les 2 prochains mois, il peut toujours continuer les activités sexuelles sans se soucier de quoi que ce soit. Sauf que la femme lui dira au niveau du second mois qu'elle est tombée enceinte. Et le mari peut se dire, mais tu m'as trahi, ce n'est pas ce qu'on s'est dit. Donc, ça peut arriver. Mais dans un cas comme dans l'autre,
une grossesse, rien ne peut justifier le refus, le rejet d'une grossesse ou le mépris d'une femme parce que, bon, voilà, elle a interrompu une méthode de contraception, elle est tombée enceinte. Rien ne peut justifier l'attitude d'un homme qui ne veuille pas s'occuper de son enfant parce que, eh bien, on ne le lui a pas dit ou bien parce qu'il n'est pas prêt. Parce qu'il veut 2 enfants seulement. Un enfant, c'est toute une vie. Un enfant, c'est un don de Dieu. Et il y a des gens qui dépensent des fortunes pour en avoir et qui ne l'ont pas. Donc, quand vous l'avez, remercié le ciel et essayez de tout faire pour en prendre soin. C'est très, très important. Parce qu'une femme qui est en état de grossesse, qui doit supporter toute cette douleur-là, Dieu sait que ce n'est pas facile, et qui doit encore faire face à tout ceci seule, alors que son mari est en vie, c'est carrément compliqué. C'est carrément compliqué, Stanislas, à moi, vous l'avez dit. Je pense quand même que c'est sur ces mots qu'on va donc clôturer l'analyse et commentaires, sauf si vous avez un conseil, une fois encore, à donner à ces hommes-là qui donc répercutent les conséquences de ces grossesses inattendues sur les enfants. Oui, il faut d'abord se calmer et savoir que quand on est homme dans la vie, il y a certaines personnes qui disent quand vous naissez, vous devez faire face à toutes les réalités et toutes les situations qui se présenteront devant vous. Et donc, quand on est homme, on emporte une certaine responsabilité, surtout quand on est père de famille, quand on a une femme, des enfants, on doit forcément en prendre soin. Et donc, la femme avec laquelle vous êtes, qui est sous votre toit et qui tombe enceinte, c'est une double responsabilité. Vous devez prendre soin d'elle, de la grossesse, jusqu'à ce qu'elle accouche dans de bonnes conditions, que vous ayez désiré l'enfant ou pas. Parce que c'est l'enfant de quelqu'un que vous avez mis sous votre toit, qui est là, et vous devez, de façon responsable, prendre soin d'elle. C'est très important. Donc, il n'y a aucune raison qui puisse justifier le fait qu'on rejette une grossesse ou qu'on dise qu'on ne soit pas prêt. Toutes les fois où vous allez à l'activité sexuelle avec une femme, toutes les fois où vous allez à l'acte sexuel avec une femme, c'est que vous êtes prêt à en supporter toutes les conséquences. Très bien. C'est dit et j'espère que c'est bien compris par ceux qui nous suivent en ce moment et ceux qui nous suivront plus tard. Et donc, comme on le dit en patois, et madalo atawa, exactement, c'est ça. Ça veut dire que si on ne touche pas les beignets, on ne peut pas avoir de l'huile sur la main, puisque les beignets sont donc cuits avec de l'huile. Donc, vous ne pouvez pas manger des beignets sans avoir de l'huile sur la main. Jamais. Celui qui ne touche pas au beignet n'a pas de l'huile sur la main. Donc, voilà en résumé ce qu'on peut retenir. Nous allons donc maintenant suivre la capsule Constitution, revenir pour parler horoscope. Avant maintenant de recevoir le sportif maison du moment qui fait son one-man show sur ce plateau. Donc, on lui concède ça. Tout à fait. On lui concède ça. Bon, il vient faire son one-man show ici. C'est ça. Et puis, voilà, après, il n'offre rien à quelqu'un. Et donc, après, je voudrais rappeler qu'aujourd'hui, comme je l'avais dit, on va parler d'un sujet en article décalé, octroyer une pension aux anciens députés, présidents d'institutions. Que pensent donc ceux qui nous suivent, les citoyens béninois? Qu'est-ce que vous en pensez? Ce débat refait surface, mais je vous avoue, bien sûr, Stanislas, à moi, que ça a été une surprise pour moi quand l'honorable candidat Zanaï disait qu'il prend une pension de député, il a donné le montant. Ancien député. Ancien député. Alors que ce débat a fait court et puis je pense que les gens avaient refusé. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils ont décidé de cette pension. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, ça veut dire que certains députés jouissent bel et bien de cette pension, d'autres non. Mais il me semble que peut-être le tir va être corrigé avec une proposition de loi qui sera donc votée pour que les anciens députés puissent en avoir aussi. Peut-être que c'est cette déclaration de candidat Zanaï qui a donc tiré la sonnette d'alarme. Oui, vous voulez qu'on fasse le débat? Oui, bien sûr, mais oui, maintenant, allons-y. D'accord. Allons-y, on fait un bout et puis on revient là-dessus. D'accord. Vous savez que les hommes politiques nous en excusent, mais très souvent, ils n'ont jamais été sincères
quand il s'agit de leurs intérêts. Très peu parmi eux vous diront, en tout cas en tant qu'ancienne personnalité, ancien président de ci ou ça, vous diront que voilà, nous avons des pensions qui s'élèvent à tel montant. Ils ne le disent jamais, vous savez. Ils essayent toujours de mettre sous éteignoir ce qu'ils gagnent. Et la sortie de Candide Azanahi ne me surprend pas, étant entendu que quand vous voyez les différents présidents d'institutions, les Béninois qui ont eu à occuper de hautes fonctions dans notre République, c'est que ce que nous savions déjà avant sa déclaration, c'est que d'office pour les anciens présidents, les anciens chefs d'État, il y a une certaine marge, une certaine cagnotte qui leur est réservée. Il y a des pensions qu'ils reçoivent, il y a même des charges contributives au niveau de l'État par rapport à l'électricité, voilà, à l'eau. En tout cas, il y a certaines charges que l'État continue de prendre en charge, étant donné que vous avez eu à occuper certaines fonctions de la République et que vous êtes désormais ancien président ou ancien tel, on vous prend en charge à une certaine hauteur. Mais là, justement, ce que Candide Azanahi dit vient, si cela est réellement confirmé, vient mettre au goût du jour la situation de plusieurs anciens députés, parce que nous en avons quand même dans la République des anciens députés qui sont là et qui peut-être jouissent de ces pensions-là allègrement, tranquillement, sans rien dire à quelqu'un, sans que personne ne le sache. Voilà, parce que c'est quand même bien, on en jouit et puis bon, on passe ça sous silence. Donc, et dans le même temps, il y a d'autres anciens députés qui n'en jouissent pas. Oui, mais reste à vérifier s'ils n'en jouissent vraiment pas. Parce qu'à l'époque, quand cette loi, cette proposition de loi devrait être votée, certains députés ont dit que ça ne concerne pas les anciens. C'est-à-dire, je parle de ceux de la 6e mandature et autres. Donc, il y a certains qui en profitent et d'autres non. Oui, puisque ça revient, si le sujet revient sur tapis, où l'on propose qu'il faut une loi pour que les députés, les anciens députés puissent avoir donc des pensions, ça veut dire que eux tous n'ont pas droit à cette pension. Oui, mais justement, par rapport à ça, vous savez que au niveau des députés, il y a ce qu'on appelle la question des mandatures. Et il y a la première mandature, la deuxième mandature. Voilà. Si la première mandature date de plus de 30 ans, par exemple, voilà. Quelqu'un qui a été député depuis 30 ans, est-ce qu'on va continuer par lui donner une pension? Vous voyez ce que ça va peser sur les ressources de l'État. Voilà, le débat a commencé. A commencé. Voilà, comme vous n'avez pas encore commencé le débat, c'est pourquoi je vous ai laissé aller. Et donc voilà, quelqu'un qui a été député depuis 30 ans et quelqu'un qui l'a été depuis 5 ou 6 ans, ce n'est pas forcément la même chose. Mais ils ont tous été députés. Oui, mais ils ont tous été députés. Mais quand on doit le faire comme ça, c'est-à-dire que aussitôt vous êtes député, dès que vous ne l'êtes plus, vous avez droit à une pension. Ça va forcément peser sur la ressource de l'État. C'est la responsabilité de l'État. Il faut que la loi prévoie à partir de quel nombre d'années on puisse payer la pension et sur quelle durée. On ne peut pas non plus payer la pension indéfiniment à un ancien député, par exemple. C'est justement sur cet aspect que nous ferons le débat avec les téléspectateurs. Merci d'avoir planté ce décor-là et d'avoir donc commencé par susciter les réflexions à leur niveau. En attendant qu'on se retrouve dans une vingtaine de minutes pour faire ce débat sur ce plateau.